France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum LGF jusque 18h30, votre talk de fin d'après-midi comme chaque jour dès 16h. On commence bien sûr avec l'actualité que l'on va commenter avec nos chroniqueurs aujourd'hui, à savoir monsieur Zébélus Jean-Marc qui est déjà là, bien installé. Comment ça va Jean-Marc ? Ça va très très bien Christophe. Je te passe un grand bonjour ainsi qu'à tous les auditeurs. En disant que il faut toujours garder espoir et on est toujours là et merci d'être toujours fidèle au grand forum. Jusque 18h30, donc c'est parti pour le grand forum sur France Maghreb 2 avec tout à l'heure l'ami Amar pour un éphéméride alors ultra complet aujourd'hui. Vous allez voir, il s'en est passé plein de choses 10 mars. On passera tout cela en revue avec l'ami Amar tout à l'heure. Libertad, 10 minutes de liberté évidemment, 01 40 33 9000, mais aussi des messages que vous pouvez d'ores et déjà nous adresser pour réagir au 06 18 21 56 41 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Le j'aime ou j'aime pas avec pas mal le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui. Les coups de cœur de monsieur Zébélus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, est-ce une déroute ou est-ce la démocratie qui part en cacahuète ? Et puis la deuxième chose, ça va être un petit coup de cœur que je ferai à Aimé Césaire, qui est un très grand poète originaire de la Martinique, comme Frantz Fanon. Voilà, il y a un poème que je vais un petit peu essayer de lire. Voilà. Très bien, on verra ça donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Bien entendu, et puis aussi à retrouver vos avis tranchés donc tout à l'heure à découvrir donc sur France Maghreb 2. Et puis bien entendu aussi dans quelques instants le zapping, bien sûr, un zapping très très fourni. Vous allez voir, on va s'éclater tout au long de cet après-midi sur France Maghreb 2. On va commencer par le coup de cœur musical. Alors c'est un clip qui a été mis en ligne, qui a été promotionné par le ministère de l'Intérieur algérien pour inciter les Algériens, en particulier les jeunes, à voter. Un clip réalisé par plusieurs artistes qui ont répondu et qui ont joué le jeu. Voici ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si ça va quand même marcher cette histoire. Voilà un clip donc qui a été réalisé par le ministère de l'Intérieur algérien pour inciter donc les Algériens à aller voter, en particulier donc les plus jeunes et ont sollicité les artistes qui ont répondu présent, ont joué le jeu. Pas sûr que cela suffise pour tirer les foudres pour les élections législatives du 4 mai prochain. Allez, dans un instant, messieurs dames, on va entamer directement le grand forum avec le zapping très fourni aujourd'hui. Vous allez voir, on va s'éclater. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 10 mars avec Jean-Marc Zébélus qui est avec nous bien sûr, mais aussi Tarek Mami. Comment ça va Tarek ? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Marc, très bien. Bon, Tarek. Alors formidable, j'espère que vous êtes en forme messieurs, parce que vous allez être mis à contribution. À rude preuve avec ce que les politiciens français nous font vivre depuis un moment, et ça commence vraiment à fatiguer. Oui, mais c'est que le début. Non, on est plutôt à la fin, cher Christophe. Ah, je ne sais pas. On verra tout à l'heure. Voilà, on en discutera bien sûr. Mais pour l'heure, c'est le zapping et justement, vous allez voir, on va se marrer un peu. Pourquoi je dis ça ? Parce que je souhaitais vous faire écouter donc un extrait et le temps des rebelles qui a frappé en ce moment à droite, à l'image de ce qu'a dit Fillon hier. Il était un rebelle dans son genre en tout cas. Rebelle contre la République, contre le fisc, et contre la loi et contre la morale. Voilà. Oui, bien sûr. Mais un autre rebelle, moi j'ai envie de vous présenter à droite. Et là peut-être que nous allons vous apprendre quelque chose. François Barouin est rebelle. Et connaissiez-vous un peu ses goûts musicaux en matière de musique et de chants rebelles justement, fan du groupe IAM, le groupe marseillais. Ça ne s'invente pas, écoutez. Comprendre le rap, c'est aussi comprendre son temps. Ils ont été les premiers à dire que la cagoule, c'était aussi la force obscure. Et que la portée, c'était révélateur de l'état d'esprit des jeunes des cités des quartiers. Ça, alors, je tombe le Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike, j'adore adapter ma technique à la manière du caméléon. Sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, sali, empoisonné, en gamère, un pilote 5 en tant que sabre laser. Quoi ? Masse conscience comme seule médaille. Je craque et j'étripe sans remords tous les chevaliers Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite quand t'es noir, c'est sans espoir. La mutation s'amorce, la nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la nuit noire. Mars, l'Empire, je lance mon trompe à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude Godin, Skywalker. Non mais les gars, franchement, c'est pas marrant quand même. François Barouin qui nous fait du rap. C'était alors en 2009 sur Europe 1.
Et c'est France Inter qui a ressorti ça ce matin dans la matinale. Alors franchement, je l'ignorais totalement. 2009, ouais. Qui était président de la République? Bah c'était Nicolas Sarkozy. Tout est bon pour attirer l'attention. Voilà. Ouais. Pour devenir président, on est capable de faire tout. Je vous rappelle juste qu'en 1973 ou 74, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing est venu, si je me trompe pas, avec un accordéon, ou en tout cas il a participé à un truc musical comme ça, pour faire jeune en 74. Ouais. Bill Clinton nous avait joué du saxophone. Oui, il a joué beaucoup de choses. Lui. Et François Copé a joué au piano, je crois. Ah oui, d'accord. Et debout, je pense qu'il avait joué au piano. Il a encore beaucoup de boulot quand même, parce que bon, il a pas encore le flow quand même, hein. Qui ça? Mais, François Barouin, pour rapper, c'est un peu, voilà, c'est pas très, on rappellera pas très dans le rythme. Oui, mais on rappellera d'abord l'histoire de son père. Dans quelles conditions donc il est né, il a grandi, il a fait les études, ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Après, on rappellera qu'il a été le bébé Chirac. Et le bébé Chirac aujourd'hui qui suit le parrain qu'il a pris après Chirac, donc il participe à l'assassinat de Juppé, et donc quand Chirac a terminé, quand Chirac a quitté la politique, donc le meilleur d'entre eux c'était pour tout le monde Juppé, sauf que Monsieur Barouin a fait le choix d'aller à Sarkozy, et dans cette opération Sarkozy, il y a une manipulation aujourd'hui, on peut le dire, une opération entre les sarkozystes ou Sarko et Fillon contre Juppé, parce qu'ils ne veulent pas de Juppé, pour toutes les raisons que vous avez expliquées tout au long de la semaine. Mais voilà la situation, voilà qui est Barouin. Et aujourd'hui, même si Juppé aujourd'hui, par règle du jeu politique, il envoie ça en parrainage pour Fillon, faudra ça être avec lui comme un petit oiseau dans l'urne le jour du vote du premier tour pour savoir s'il mettra bien les bulletins Fillon ou pas dans l'urne. Et après, je suis sûr qu'une grande partie ou une partie importante de l'électorat de Juppé ne votera pas Fillon au premier tour. Alors, après donc avoir écouté François Barouin en train de rapper, d'ailleurs ça me laisse l'occasion de vous annoncer qu'on recevra très prochainement le groupe IAM pour une interview. Donc je ne manquerai pas évidemment de leur faire écouter pour les faire réagir. On va ouvrir la page politique maintenant. L'émission politique hier soir sur France 2 qui a fait 2 200 000 téléspectateurs, hein, donc un score assez faible, qui recevait Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, et lors d'un échange avec un maire du sud de la France, ancien socialiste, qui a décidé de rejoindre Emmanuel Macron, Benoît Hamon a eu des mots très durs à l'encontre de Emmanuel Macron. Écoutez. Partout où des programmes comme celui d'Emmanuel Macron, qui propose par exemple que sur les retraites demain, on passe à la retraite par points. Donc on aura un principe simple. Sur 1 euro gagné, on aura 1 point. Et donc quand vous aurez un mi-temps, vous aurez une demi-retraite, ce qui va faire baisser les pensions des femmes et des femmes retraitées. Je pense que tous ces projets-là, partout en Europe, ont fait prospérer l'extrême droite. Aujourd'hui, je considère que le projet d'Emmanuel Macron, c'est le marchepied du Front National. C'est la raison pour laquelle je défends un projet politique qui est fort, puissant, mais je pense que la seule manière, et on devrait être instruit par ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense que Bernie Sanders l'aura emporté face à Donald Trump. Hillary Clinton, elle a perdu. Moi, je ne veux pas de cela pour mon pays. Vous êtes Bernie Sanders et Emmanuel Macron, c'est Hillary Clinton. C'est clair ? Emmanuel Macron, le marchepied du Front National, pour Benoît Hamon. Vous êtes d'accord, messieurs ? En tout cas, moi, je donnerais la même réponse que pour Barouin. Pour gagner, faut tout faire, faut tout dire, même si on n'en pense pas un mot. Vous pensez qu'il ne le pense pas ? Non. Ben alors on est dans un jeu politique, hein. Tout est bon pour attirer l'attention, tout est bon pour attirer la sympathie des gens. Donc on n'est pas sur des programmes concrets sur la défense de progrès, on est sur l'attaque des individus, ce qui est complètement dérisoire. Il a pris un exemple, il a pris l'exemple des retraites par exemple. Oui, mais il faut... Non, mais ça viendra dans le débat si vous permettez, et qu'il lui dit dans le débat, votre truc de retraite c'est plutôt Clinton et moi je suis plutôt Sanders. Ouais, voilà, c'est marchepied du Front National. Remarquez, Emmanuel Macron en ce moment c'est la risée de tout le monde, hein. Deuxième c'est extrait. Pas la risée, c'est la personne la plus attaquée. C'est oui. la même chose. Ben c'est normal parce qu'aujourd'hui il caracole en tête des sondages, donc c'est l'homme à abattre. Autre moment important donc de cette émission d'hier soir, un petit peu plus tôt dans l'émission d'ailleurs, il y a eu un petit accrochage entre Benoît Hamon, donc l'invité principal de cette émission, et François Langlais. Écoutez. Dans d'autres pays comme la France, dire qu'on va s'en sortir sans moratoire, c'est-à-dire sans renégociation,
ça ne tient pas la route. Thomas Piketty, qui est dans votre équipe de campagne. Qui est mon conseiller Europe et économie, mais absolument. Mais Thomas Piketty n'est pas candidat à l'élection présidentielle, c'est Benoît Hamon. Donc il dit autre chose que ce que vous pensez. Mais ce qu'il dit est intéressant et je m'ouvre à son point de vue. Mais c'est comme quand vous parlez de Monsieur Sceaux et Monsieur Langlais, on est parti là-dessus. C'est une information. Ce sont des déclarations qu'il a faites et les vôtres le sont tout autant. Non. Et vous m'écoutez, et donc vous écoutez ce que je dis, et rien ne peut vous amener à dire qu'aujourd'hui je prône la restructuration de la dette et donc la sortie de l'euro. Ah non, pas du tout. Parce que c'est les conclusions que vous en avez tirées sur les différentes antennes. Non, mais alors faut aller au bout. Si moi aussi je m'amusais à faire des sorties vidéo de ce que dit Monsieur Langlais, on pourrait aller au bout de son raisonnement. Là, c'est pas lui l'invité principal. Mais d'accord, ça tombe bien. C'est pour ça que la clarification de Benoît Hamon, c'est que vous ne prônez pas la restructuration. Je considère aujourd'hui qu'il faut se pencher sur la dette des pays les plus endettés, notamment du sud de l'Europe. La dette, c'est vrai qu'elle est assez absente des débats en matière de cette campagne. Par rapport à cette campagne, les hommes et femmes politiques qui s'y présentent ne parlent pas de la dette et pourtant elle est très importante, cette dette. De quoi il parle en ce moment? Est-ce qu'on parle de quelque chose jusque-là? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'on parle? Non, il n'y a pas de débat. Non, mais en dehors de Monsieur, voilà. Est-ce qu'on ne parle que de Fillon? Et on verra quand est-ce que l'épisode Fillon va se terminer vers le 15 mars. Et puis qu'on nous définisse de façon claire en quoi consiste cette dette, mais de façon très claire, pas en nous employant des théories de PIB, etc., etc. Que les gens puissent comprendre en quoi consiste de façon très claire et très explicite en quoi consiste cette dette qui pèse sur des générations à venir. J'ajouterai une chose. Oui. On parle 3% de PIB à ne pas dépenser. Pourquoi 3 et pas 3,1 ou 4,2 ou 7,7? Qui a décidé de ça? 3 fonctionnaires, quand je dis 3, ça veut dire 3 000, ça veut dire 30 000, ça n'a pas d'importance. 3 fonctionnaires dans un bureau à Bruxelles. Est-ce qu'ils ont commencé par faire, par exemple, un débat dans toutes les sociétés, dans tous les pays donc de l'Europe, et faire un référendum pour dire est-ce qu'on fixe à 3 ou est-ce qu'on fixe à 5 pour que ce soit populaire, pour que chacun aille voir son banquier, aille voir son professeur, lise et dit à 3 ça fait ça, on peut pas. Donc c'est comme si je sais pas, moi je vais prendre peut-être un mauvais exemple mais qui va vous plaire à tous les deux puisque vous êtes dans le football jusqu'au bout. Quand on rentre sur le stade, on dit PSG au compteur 3-0 en sa défaveur. On commence le match. Est-ce que quelqu'un peut accepter ou il dit qui c'est qui a fixé cette règle? Donc il faut casser ce carcan de 3% dans lequel la Grèce aujourd'hui il faut la ramener à 3%. C'est presque impossible. Et donc quand on parle de dette, j'allais dire il y a une chose qui n'est pas bonne dans la vie, c'est que la personne qui fixe la loi devient arbitre pour vérifier si la loi a été faite ou pas. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale fait les lois, officiellement, notamment les lois pénales, et les tribunaux jugent quelqu'un quand on dit il n'a pas respecté la loi. Des avocats disent voilà pourquoi, et une cour de cassation plus haut explique. Dans l'économie en Europe, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a que des fonctionnaires dans leur bureau qui décident ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour dire tout simplement ce qui dit que quand un député va mettre une proposition de loi, parce que quand c'est un député, ça s'appelle une proposition de loi, elle va passer dans les mains des fonctionnaires, et à la fin, cette loi sera dénaturée de tout son objet, de toute son essence, parce que les fonctionnaires auraient plus ou moins fait les choses de façon qui leur conviendrait, de façon, on va dire, administrative, tout simplement. Autre moment de cette émission politique, et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur moment. C'est là où je me suis réveillé, moi. C'est un débat qui a eu lieu donc avec Laurent Wauquiez. Et là, on peut vite constater que Benoît Hamon est très vite monté, en tout cas son ton est très vite monté, agacé par les accusations et la focalisation sur l'islam, le foulard, etc. de Laurent Wauquiez. Écoutez cet extrait, il est très parlant. Aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est tout simplement qu'une maman qui porte un foulard ne puisse pas participer à une sortie scolaire parce qu'elle porte un foulard. Interdisez le foulard dans la rue. Et sur la burqa? Assumez la burqa. Moi, je considère que la burqa, à partir du moment où ça masque le visage, évidemment qu'on n'a pas le droit de porter la burqa. Vous savez ce que c'est la burqa? C'est une grille qu'on a. Alors pourquoi est-ce que vous êtes contre cette loi? C'est totalement faux. Et vous êtes en train d'aller sur un terrain où, pardon de le dire, vous êtes un joli hologramme de Marine Le Pen. Alors, c'est masculin, mais c'est exactement la même chose. Entre Hillary... Pas davantage.
On va essayer de garder la sérénité des débats. Je veux dire les choses. Sur le foulard et les mamans, ça veut dire que dans certains territoires, si nous ne permettons pas à des mamans qui portent un foulard, qui ne font pas de prosélytisme, qui sont simplement là parce qu'elles en ont le droit, et qui participent donc à une sortie scolaire, on l'interdit. Donc plus de sortie scolaire pour les enfants. Et aujourd'hui, la plupart des directeurs d'école, des enseignants qui sont confrontés à cette réalité-là, quand ils font face à ces parents d'élèves, école par école, les décisions sont prises, cela se passe bien, comme dans les universités où vous êtes sans doute favorable à l'interdiction du foulard et du voile à l'université. Eh bien, à l'université, 30 présidents d'université disent quoi? La CPU, il n'y a aucun problème d'ordre public. Pourquoi vouloir aujourd'hui interdire le port du foulard à l'université? Mais, je vais vous dire... Pardon, d'un mot. Sur la loi sur la burqa, vous vouliez répondre peut-être. Mais j'ai répondu. Je pense que M. Wauquiez, comme beaucoup d'autres, trouve que les musulmans font bien quand ils ne sont pas musulmans. Eh ben, excusez-moi, la loi de 1905, elle donne la possibilité à un catholique, à un juif, à un musulman, à celui qui ne croit pas, d'être respecté de la même manière. Alors on s'arrête là juste un instant parce que c'est très intéressant. On va juste écouter après la deuxième partie de ce débat. Benoît Hamon répond de manière assez ferme donc à Laurent Wauquiez qui effectivement a pris des exemples, notamment cette fameuse histoire à Sevran où les femmes seraient interdites dans un café, a pris aussi un exemple notamment dans une école où il n'est pas possible d'enseigner apparemment et de parler de la Shoah, de parler des problèmes de l'histoire de France. Et il a même cité un exemple comme quoi un directeur d'école de Grenoble lui aurait raconté qu'ils auraient été faire une sortie, que beaucoup de musulmans auraient refusé de rentrer dans une église parce que ça ne correspond pas à leurs convictions religieuses. Et donc Benoît Hamon, c'est pour ça qu'il répond ainsi avec ce ton assez fort. Laurent Wauquiez, bon, on rappelle quand même qu'il s'est fait remarquer il n'y a pas si longtemps que ça en interdisant, en demandant à ce qu'on parle français sur les chantiers du BTP. D'ailleurs, Valérie Pécresse a également imité cette proposition pour ce qui est de la région parisienne. Juste votre remarque par rapport à ce débat qui fut quand même assez intéressant et qui permet de constater quand même ce qu'entend en tout cas proposer Benoît Hamon en matière de vivre ensemble. Non mais ce qui est dramatique dans ce pays et dans ce débat-là en particulier, Monsieur Wauquiez, qui est de l'extrême droite de LR, parce qu'on découvre tous les jours qu'il y en a un encore plus à droite dans son propre parti. Je rappelle tout d'abord que quand il est arrivé à la tête du Conseil du Rhône, en gros Lyon et sa région, il a trouvé le projet financier qui a été voté pour aider à la construction d'un centre, je précise, culturel musulman, à côté de la mosquée de M. Kaptan, qui est aujourd'hui le centre cultuel. Et ce qu'il fait d'office, c'est qu'il décide d'arrêter le financement d'un centre culturel que M. Kaptan proposait pour faire reconnaître, pour faire découvrir, pour présenter la culture et la civilisation musulmane, et non pas une salle de prière ou pour expliquer comment on se lave pour la prière ou comment prier. Donc ce monsieur vient interdire cela au nom de la laïcité, bien sûr, et au nom du fait que le Qatar ou l'Arabie Saoudite va verser 50 000 euros, ou que l'Algérie versera 1 euro, mais il y a des financements étrangers et l'office. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le Canard enchaîné d'hier? On découvre que M. Fillon, quand lui, il a été président d'un conseil, je sais pas si c'est régional ou autre, quand la gauche gagne et arrive, elle ouvre toutes les portes pour dire ça, c'est la secrétariat, ça, machin, et il trouve une église, je vais exagérer le mot, une chapelle. Ouais, une chapelle. Donc une mosquée, donc un masjid. Donc celui et tous ceux-là qui sont contre la violation de la loi de 1905 et qui ne peut pas permettre peut-être une salle de prière, une masjid, une mosquée, donc pour parler gros, peuvent faire le contraire. Donc ils sont dans la théorie de l'hypocrisie. Deuxième chose, Monsieur Wauquiez avait face à lui le candidat socialiste, il aurait pu lui dire, monsieur, je viens comme dit l'autre avec 4 questions. Une question sur le vivre ensemble, islam, une question sur ce qu'a fait votre président Hollande sur le chômage, une question sur l'Europe, une question je sais pas quoi. Non, il conserve la totalité de son ton
à la question identitaire et de l'islam, cela veut dire qu'aujourd'hui, pour la droite, Front National en particulier et LR, il n'y a plus qu'un sujet, je ne dirais pas stigmatisation, mais c'est le sujet de différenciation des citoyens français selon leur culture et selon leur confession, pour faire voter contre les musulmans, pour faire simple. Et la phrase terrible d'un mot en réponse, c'est pour vous, il n'y a de bons musulmans que quand il n'est pas musulman. Alors on va écouter peut-être la suite, Jean-Marc. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'à un moment donné, il faut bien comprendre les choses. Si on parle de l'égalité de la loi, elle doit s'appliquer à toute confession, à tout être humain, à toute tendance, à tout citoyen français. Et là, on constate que on est dans des inégalités, c'est-à-dire qu'on remet en question des gens par rapport à leur confession, par rapport à leur sensibilité et tout, etc. Et ce qui est inacceptable. Voilà. Ce qui est inacceptable, je veux dire, la loi doit être la même pour tous, mais pour tous, c'est-à-dire que pas seulement viser une partie de la population ou des citoyens. On écoute la suite de ce débat très intéressant. Tarek, comme tu le disais, il ne s'est pas contenté de poser des questions sur l'Europe, ni sur le chômage. Non, il s'est focalisé, Laurent Wauquiez, sur un seul et unique sujet, l'islam radical, les musulmans. Enfin, on n'y comprend plus rien. On écoute. Protection de celui qui croit et de celui qui ne croit pas. Vous remettez en cause, par vos propos, la loi de 1905, et je vous le dis, donc dites ici et assumez que vous allez remettre en cause et abroger la loi de 1905. D'abord, la première chose, vous me permettrez un peu d'humour. J'ai compris que vous n'étiez pas Hillary Clinton. J'espère que ça n'est pas quand même l'hologramme de Tariq Ramadan. Alors, je vais essayer... Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Non, et je vais essayer de vous répondre très simplement sur cette question. Vous avez été contre la loi d'interdiction sur la burqa. Je demande à chacun de regarder sur Internet, vous reprendrez vos propos, ils jugeront entre nous, pas la peine de perdre du temps dessus. Attendez, vous avez pris position pour cette loi, Benoît Hamon ? La burqa, pour la loi d'interdiction de la burqa, interdit aujourd'hui de porter un foulard intégral. C'est aujourd'hui interdit dans l'espace public, donc arrêtons. Non, on parle de la loi de 2010. Exactement, sur laquelle M. Hamon, bien sûr, mais M. Hamon a pris position. Bien sûr, et c'est parfaitement vérifiable. Vérifier ça simplement. Allez-y. L'avantage, c'est de le vérifier très simplement. Ce que je vous reproche, c'est que je pense que vous sous-estimez ces questions. Et que vous agitez à chaque fois, et on l'a vu tout de suite, de la même manière d'ailleurs que vous l'avez fait sur le sujet d'Emmanuel Macron. Pour vous, dès qu'on a une position qui est divergente avec vous, vous brandissez l'étendard du Front National. Et vous nous dites, ah là là, au secours, vous êtes pas obligé de lui ressembler non plus, vous êtes sur le sujet du Front National. Faites un peu d'effort pour ne pas lui ressembler non plus. Pardon, monsieur Hamon. Mais je ne prends pas de leçon de morale en la matière. Écoutez, à chaque fois que je regarde votre bilan de président de région, et on aura en discuter point par point, si vous voulez. Mais à chaque fois que je regarde, quand la gauche est au pouvoir, le Front National monte. Moi, mon département Haute-Loire, c'est le seul département de France dans lequel le Front National a reculé. Alors, laissons les arguments politiciens au placard, essayons de discuter concrètement des choses. Vous nous évoquez la loi de 1905, que vous brandissez comme l'étendard absolu. Oui, sauf que cette loi aujourd'hui, elle n'est plus appliquée, elle n'est plus respectée. Prenons là encore plutôt des grandes déclarations, que je comprends que vous agitiez. La réalité dans les hôpitaux, allez discuter avec des médecins, dans les services des urgences, qui vous expliquent qu'aujourd'hui... Tout ça, je le connais. Mais tout ça, mais vous faites... Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Là où vous êtes... Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous explique les médecins? Attendez, là où vous êtes... Les gens devant leur télévision ne comprennent pas forcément. Un homme dira qu'une femme n'a pas été touchée par un médecin homme et lui n'a pas été touché par une médecin femme. Voilà, ça arrive. Je préférerais vous entendre là-dessus. Et je préférerais que vous ayez de l'énergie forte. Excusez-moi, moi je les connais un peu sérieusement ces dossiers-là, et sur le nombre de cas qui sont concernés, on a effectivement aujourd'hui dans un certain nombre de services, notamment des urgences, des situations qui ont été difficiles, où les personnels hospitaliers se sont trouvés confrontés à des situations difficiles, mais nous ne sommes pas dans une répétition générale dans tous les services des urgences de ce type de situation. Et que fait M. Wauquiez? Là encore, comme le Front National, il prend quelques exemples réels qui supposent aujourd'hui qu'on traite ces questions-là pour en faire une généralité. Et c'est là que c'est insupportable. Alors, vous êtes aujourd'hui, pardon M. Wauquiez, vous avez fait de l'attaque contre l'islam et les musulmans, quoi que vous disiez,
un fonds de commerce électoral. C'est votre fonds de commerce électoral. Et je vous le reproche parce que vous appartenez à un parti qui s'appelle les Républicains. Je trouve qu'il y a une forme d'affaissement de la démocratie, à vous avoir entendu parler de l'assistanat comme un cancer, à vous voir aujourd'hui être sur les musulmans aussi obsédés par cela, là où il y a un sujet sérieux, c'est l'islam radical. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Mais vous confondez. Parce qu'il y a l'islam radical, vous n'avez pas le droit de faire un amalgame avec tous les musulmans. C'est tout. Intéressant quand même, hein. Vous faites voquer donc votre fonds de commerce avec l'islam et les musulmans. Je vais dire une chose, sans parti pris ou quoi que ce soit, en essayant d'être assez objectif. Monsieur Hamon dit des choses qui sont quand même sensées depuis le début. Oui. Il est vrai qu'on fait des lois pour à peine 1000 personnes. Ce qui s'est jamais vu, c'est-à-dire qu'on mobilise tout un parlement, on met en marche toute une machine, voter une loi consiste, ça a un coût, quoi qu'on dise, parce que ça mobilise du monde, et on fait une loi pour des gens pour la burqa. On remet en question par rapport au fait qu'il y ait des femmes qui ne souhaitent pas se mêler à d'autres hommes, mais je dois dire que ça n'existe pas que pour les musulmans. Non. Vous avez des endroits où les gens, des femmes, aiment bien être entre elles. Vous avez des salles de sport qui n'ont rien à voir avec les musulmans, où il y a que des femmes. Je veux dire, c'est leur choix. Je veux dire qu'on ait une école où il y a que des filles, où il y a que des garçons, c'est le choix des gens de faire comme ça. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la démocratie et ça doit se respecter. On n'est pas dans un cas où on demande que tout soit comme ça dans le pays. Ouais. On est quelques personnes qui souhaitent être comme ça. C'est leur choix et ça se doit d'être respecté. Et il n'y a pas besoin d'être musulman pour dire je ne veux être consulté que par une femme si je suis une femme ou par un homme si je suis un homme. Et je veux dire, c'est aberrant. Ça devient, c'est même pas un fonds de commerce, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Alors il dit des choses intéressantes, Benoît Hamon, Tarek Mami, mais pourquoi il n'a pas, c'est ce qu'on peut constater, la stature d'un président? Non, mais c'est pas qu'il n'est pas le stature de président. Ça veut rien dire. Sarkozy avait la stature de président. Hollande non plus, il n'avait pas. Depuis Chirac, en France. Non, pardon, Sarkozy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a la stature d'un président. Non, je suis désolé. Quand il a été élu. Au départ, non. Quand il est en débat, s'il est quelqu'un, voilà, de redoutable. En 2007, je suis désolé. Et ne confondons pas, ce fameux mot de stature qui veut rien dire, parce que on peut regarder tous les chefs d'État, du monde entier. C'est comme si vous me dites, quelqu'un se présente, sans avoir vu son CV, sans connaître ses compétences. Monsieur, vous n'avez pas la stature pour occuper ce poste. Ça veut rien dire. Non mais je veux dire, on occupe un poste par rapport à les compétences. Pardon, moi je ne le vois pas président quand je l'écoute parler. Ben parce que c'est l'image qui est projetée. C'est le stéréotype du président qu'on a dans ce pays. Il faut être comme le général de Gaulle. C'est pas parce que Chirac, c'est pas parce qu'on s'impose. Pas besoin de faire 1m90, pas besoin de faire 100 kilos, pas besoin d'en imposer. Ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il puisse réunir les Français et s'intéresser aux réels problèmes quotidiens des Français et prôner le vivre ensemble et nous donner du travail, nous redonner confiance en nous et en l'avenir, de manière à ce que nous puissions transmettre cela à nos enfants et aux générations futures. Parce que là, en France, on est dans un pessimisme. On n'y croit pas à l'avenir. Tout le monde a envie de se barrer. Ça, c'est pas normal. La France est un beau pays avec une culture très riche, une histoire très riche. Donc, par conséquent, on doit s'appuyer dessus pour continuer d'avancer. Aujourd'hui, il faut pas qu'on nous dise le problème des étrangers. Qu'est-ce que la France? La France, au départ, elle faisait partie de l'Empire. L'Empire, c'était plusieurs pays réunis à l'époque de Charlemagne. Donc, qu'on arrête de nous dire, et puis elle est faite de plusieurs régions. Elle est faite de la Bretagne, qui a une culture bien spécifique, des Normands, des Lorrains, des Alsaciens et tout, etc., etc. On pratique des lois en Alsace qui ne sont pas pratiquées sur le plan national. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Ça pose aucun problème. Bon, alors, pub, messieurs. Pub. Mais bon, je persiste, hein. Benoît Hamon, je le vois pas président, moi, personnellement. Alors, fais-le élire président et tu verras au bout d'un an. C'est une forme de racisme. Non, c'est une forme de racisme. Pas du tout. Oui, si, bien sûr, parce qu'il a pas la gueule, il a pas la gueule, il est pas beau gosse, il a pas Mélenchon fait président, il a de la gueule, lui. Non, pas du tout, pas du tout, mais vous regardez cet homme austère, pas du tout, il appelle pas la sénérité. Il est chiant, moi je le connais. Voilà. Oui, mais peut-être. Non, mais voilà. Trop imbu de sa personne. On veut pas quelqu'un imbu de sa personne. Il faut quelqu'un de généreux, quelqu'un d'ouvert. De toute façon, tous les auditeurs sont d'accord avec moi. Je suis désolé, mais voilà. Parce que tous les jours, tu leur fais du BFM tous les jours. Bah, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette accusation? Bah, tu leur donnes tous les jours la même truc. À mon avis,
tu finiras politicien. Bon, allez, pub, parce que là, je pense que ça va mal tourner. On était à l'antenne. Ok, bon, je retire parce que. Bah, non, qu'est-ce que c'est que ça? Je sers du BFM tous les jours. Alors, accusation du patron de la radio. Non, mais quand quelqu'un dit. J'approuve ce qu'il dit le patron de la radio. Non, mais quand quelqu'un a l'air, sérieux. Christophe, en fait, sérieux. Quand quelqu'un dit tous les jours la même chose, à quelqu'un qui écoute tous les jours. Ah, mais je répète pas ça tous les jours. Ah, bah, si. Mais si, tu parles d'un stéréotype. Pour un président, tu parles d'un stéréotype. Vous-même et quelqu'un d'autre que je citerai pas parce qu'il est absent, donc je respecte les absents. Mélenchon. Ça, c'est Hakim. Non, mais, moi, je dis rien. Mais, si vous voulez, notre rôle, peut-être nous qui venons une fois par semaine, c'est aussi de mettre de l'équilibre, d'injecter d'autres idées et de compléter ce que vous dites tous les jours. Décrochez votre téléphone et venez contredire monsieur Tarek Mami et Jean-Marc. Le grand forum LGF avec Jean-Marc Zebellus et avec Tarek Mami. Alors comme ça, je fais du BFM toute la journée. Alors, c'est bien ça. Ah mais oui, lavage de cerveau. Ouais. Alors là, les gars, franchement, on avait fait un procès d'attention, là, les gars. Nul n'est parfait, Christophe. Non, je n'accepte pas ce procès d'attention. C'est pas un procès d'intention, c'est une constatation. Mais elle n'est pas fondée. Va falloir nous le prouver alors. Ben, bien sûr, je vous le prouve tous les jours. Il nous faut des arguments, des contre-arguments. Bon, les auditeurs seront témoins. Hein. Bon, franchement, témoins. Alors, 01 40 33 9000 d'ailleurs, si vous voulez réagir. On va parler maintenant d'un petit peu d'autre chose et suite de ce zapping. Hier, en meeting à Besançon, le candidat de la droite, François Fillon, s'en est pris à celui sur lequel se concentrent toutes les attaques en ce moment, Emmanuel Macron. Il y a l'option du socialisme masqué que nous propose Emmanuel Macron. De moins en moins masqué, puisque beaucoup de ses anciens camarades le rejoignent. Et s'ils le rejoignent, c'est qu'ils sont à l'aise avec lui. Et s'ils le sont, c'est qu'ils se retrouvent dans son projet. Ce projet, d'ailleurs, il aurait pu être écrit par François Hollande. Et il n'y a rien de surprenant à cela, puisque c'est Emmanuel Macron qui avait écrit le projet de François Hollande. Voilà, François Fillon qui a concentré ses attaques donc sur Emmanuel Macron hier lors d'un meeting à Besançon. Je dirais que c'est petit. Je veux dire pourquoi pouvoir dire que c'est Emmanuel Macron, faire le lien entre les deux projets masqués du Parti socialiste. En tout cas, c'est lui aujourd'hui sur la scène politique qui a le programme qui est le plus proche, qui adhère le plus au fondement du Parti socialiste, quoi qu'il en veuille, quoi qu'ils disent. Mais en tout cas, moi, je préfère le discours de Monsieur Hamon que le discours de Monsieur François Fillon, qui moi pour aujourd'hui n'aurait même pas droit à la parole et il devrait quand même se regarder dans une glace. En fait, depuis le Trocadéro. Oui. Et même depuis la veille du Trocadéro, c'est-à-dire dans le film, vous savez, avec Fillon, nous sommes à l'épisode 50. Voilà, justement. Donc on va dire on est aujourd'hui à 99. Donc dans l'épisode 50, après avoir rencontré Monsieur Sarkozy, le lendemain, il nous sort la responsabilité pénale à 16 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que le matin, il appelle son maître, Sarko, il dit bonjour Nicolas, c'est Fillon, allez-y. Je vous écoute et j'écris. Parce que le truc de machin truc, c'est le genre de discours de Sarkozy quand il essaie de ridiculiser les uns et les autres. Et je vous le donne, j'allais dire, en tant qu'auditeur et en tant que journaliste, prenez les discours écrits de Monsieur Fillon pendant la primaire, et depuis donc son drame financier, et vous regarderez la différence de l'écriture. Aujourd'hui, c'est des Sarkozy, c'est des textes écrits par Sarkozy, lu par Fillon. J'enfoncerai encore le clou. Aujourd'hui, de ce parti LR et le centre, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie droitière, Sarkozy, Fillon, Barouin, comment il s'appelle, le président de l'Assemblée, du groupe à l'Assemblée, Jacob et tout ça. Et donc, vous avez aujourd'hui deux opérations politiques et politiciennes qui sont graves pour l'histoire des partis politiques. Vous avez Valls qui a voulu mettre la main sur le Parti socialiste en l'amenant sur la droite de ce que peut être un parti socialiste. Et vous avez Monsieur Fillon, Sarkozy, Jacob et Barouin, qui sont en train d'entraîner vers l'extrême droite de LR. Je veux dire, quelle est la ligne qui sépare aujourd'hui Monsieur Estrosi, Monsieur, Sarkozy, Madame Le Pen. Je vais même dire quelque chose de grave. Madame Le Pen paraît, excusez-moi, mais oui, si vous voulez, cher Christophe. Elle paraît plus... Non, mais vous m'avez fait perdre l'idée, parce que, voilà, vous m'avez fait perdre l'idée sur ce rapprochement, parce que, l'idée pas.
Madame Le Pen aujourd'hui a un discours édulcoré, adapté, qui voudrait attirer un maximum d'électeurs, la faveur d'un maximum de lecteurs. Essayez de dire, le problème c'est que les gens qui votent, il y a une grande différence entre ceux qui se sont exprimés jusqu'à maintenant et ceux qui devaient s'exprimer. Aujourd'hui, Madame Le Pen fait du clientélisme et ça marche. Puisque ça marche, eh ben, on a les autres qui lui font des appels du pied. Ce qui est dramatique, et n'oublions pas que un beau jour, un certain monsieur qui était Premier ministre a dit, c'était sous son gouvernement, que la France est en situation de quasi-faillite. Cet homme, n'oubliez pas ce qu'il a dit. Et cet homme qui a dit que la France était en faillite aujourd'hui, en tant que Premier ministre, aujourd'hui, il veut se présenter et nous dire qu'il est capable, à lui tout seul, de redresser la France par ses idées. Je pense que c'est impossible. La France va se redresser par rapport à toute une mixité des idées, par rapport à un rassemblement. Ce n'est pas qu'un parti qui pourra faire redémarrer la France. Ouais. Mais c'est la fusion des idées, c'est la fusion des partis qui fera qu'on pourra avancer. Ce qui veut dire trop, c'est l'ennemi du bien. Donc il faut un peu de toutes les idées. Nous avons besoin dans ce paysage politique d'avoir les idées de tout le monde pour permettre à la France d'avancer. C'est l'intérêt de la France qui prime et non l'intérêt d'un individu. Être président, c'est pouvoir rassembler. Et là, ce monsieur n'a pas un discours de rassemblement, mais de division. Fillon, Sarkozy, Jacob, Estrosi font passer Marine Le Pen, Tarek Bami. Non mais excuse-moi, voilà, parce que vous avez cité son nom, ça me revient. Monsieur Estrosi et le président de la région Nord ont oublié très vite. Sud. Non, lui, il est au sud. Mais le président de la région Nord, Xavier Bertrand, comme voilà. ça. Oui. Qui a augmenté son salaire de 4 000 euros. Oui, toute honte but. Oublie qu'aujourd'hui, s'ils sont présidents, c'est grâce à des prises de position d'un parti socialiste qu'on peut critiquer tous les jours, qui a joué le rôle de la responsabilité pour lui faire barrage au Front National. Et vous avez aujourd'hui ces gens-là qui sont à cette place grâce au Parti Socialiste et aux électeurs de gauche, Front républicain. Front républicain qui n'existe pas. Vous avez un Sarkozy qui aujourd'hui continue à dire ni Front National ni Parti Socialiste. Ouais. Voilà la responsabilité. Donc aujourd'hui, et moi à la place de Hamon hier, j'aurais répondu tout simplement, qui aujourd'hui creuse le chemin pour le Front National, c'est bien vous LR, parce que nous, on préfère perdre nos sièges et pas perdre nos âmes, et vous êtes en train de perdre vos âmes dans cette histoire. Et si vous voulez, le problème de la politique aujourd'hui, c'est que l'électeur de base va réagir de deux manières. Troisième, dont je suis pas sûr. La première, c'est que moi, je suis de droite, je suis plutôt gaulliste, LR, tout ça. Ouais. On me met une vache, je vote LR. Vous avez une deuxième partie de la population qui fonctionne à l'émotion. Mélenchon extraordinaire, il part, j'ai même entendu dans un café, qu'est-ce qu'il leur met pas dans la gueule? Comme si gagner une élection et devenir président, c'était de mettre dans la gueule aux autres. Et moi, en tant que journaliste, quand je vois le comportement de M. Mélenchon, que beaucoup vénèrent ici et ailleurs, face à une journaliste qui lui pose la question, pour lui dire, monsieur, l'agriculture, je sais pas quoi, et il dit, vous n'avez rien à rajouter. C'est comme ça qu'on s'adresse aux gens, c'est comme ça qu'on devient président. Et vous avez si vous permettez, Jean-Marc, cette horreur qui essaye de dire, je comprends, il y a qui se dit, il y a un pays qui s'appelle la France, il est enfoncé par les politiques, j'allais dire de droite et de gauche, parce qu'on oublie où Sarkozy a laissé la situation qu'Hollande a repris, et belle surprise pour tous les hypocrites du monde, et j'en fais pas partie, clairement. Cette année, avec Hollande, c'est le plus grand nombre d'embauches d'emplois qui a été depuis 2007, c'est-à-dire depuis l'arrivée de M. Sarkozy. Et là, ça passe comme une lettre à la poste, ça n'existe pas. Et donc, cette troisième partie qui pense à la France dit, ça, c'est un danger, le Front National. Aujourd'hui, un type qui se veut moraliste et qui se veut chrétien et catholique pique de l'argent et crée donc la salle de prière dans son bureau. Vous avez Hamon qui a gagné très bien les primaires et que le parti va lâcher parce que vous avez un ministre de la Défense qui y va, vous avez une liste hier de députés. Qu'est-ce que je fais moi comme citoyen pour sauver? Et si vous avez cette bonne nouvelle entre guillemets de monsieur Asselineau, que vous connaissez très bien, cher Christophe, parce que vous le recevez souvent. Qui va venir d'ailleurs. Et qui va venir, qui a obtenu ses 500. Et le citoyen français normal qui a un minimum de cervelle dit qu'est-ce que j'ai choisi tout ça. Et vous verrez, et c'est la plus grande catégorie, hein, pour non, moi. Mais, et je veux vous dire qu'à la fin des fins,
les mecs, les citoyens français de base vont dire, bon, on en a marre, on a mal à la tête, et comme a dit à l'instant Jean-Marc, justement, ce qu'on reproche à monsieur Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on doit critiquer tous les jours, c'est qu'il a regardé, il nous dit, mensonge ou vérité, je prends cette idée de droite parce qu'elle me semble normale, je prends cette idée de gauche parce qu'elle me semble normale, je prends cette idée de je sais pas où parce qu'elle est normale, et j'essaye de penser à la France. J'ai l'impression qu'il vous séduit, non? Non, il me séduit pas. Moi, Christophe, on va te plaire. Il n'a pas une ligne politique, voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça, on ne peut pas être séduit par ça. Moi, quand je suis citoyen, ouais. Je pense que je veux comme dit l'autre. Quand je prends l'antenne en tant que journaliste ou en tant que directeur de la radio, je fais de l'analyse politique. Je ne dis pas, parce que sinon c'est simple, d'abord la loi ne me permet pas, et de quel droit voulez-vous que cette radio ou qu'une autre radio appelle fortement pour tel candidat. D'ailleurs, même les radios qui sont pro, et même les journaux qui sont pro, le font sournoisement. Voilà, sournoisement. Oui. Vous avez juste valeur actuelle, que quel que soit ce qui se passe. Le Figaro. Non, le Figaro, il habille, parce que le Figaro, sur la politique étrangère, c'est l'un des meilleurs journaux de France. Bon, donc, il y a de l'habillage. Moi, je vous dis, voilà l'analyse. Ces trois catégories, les jusqu'au boutistes d'un côté, ceux qui fonctionnent à l'émotion, donc, ma fameuse théorie de naql, et pas de l'aql. Ah, il est beau, je vote pour lui. Alors que moi, je dis, il est beau, qu'est-ce qu'il dit, comment il se comporte avec les gens. J'ai assisté à des meetings de Mélenchon toute ma vie. Je lui ai fait quelques interviews toute ma vie. Quand vous êtes devant ce monsieur, que vous avez un micro à la main, il n'est pas là pour vous expliquer ou pour changer, il est là pour vous dire ce qui est la vérité. En politique, il n'y a pas de vérité. Et donc, vous avez la plus grande partie qui aujourd'hui est perdue. Il reste quoi, 50 jours pour l'élection, et ils vont voir les débats, et moi, comme vous l'avez dit, cher Christophe, il y a 2 jours, j'espère que les citoyens français seront séduits par les débats comme ils l'ont été dans le primaire. Oui, et il y en a qui vont se révéler d'ailleurs. Et voilà. À mon avis. Et peut-être qu'à ce moment-là, on verra le pédagogue, on verra l'anti-musulman, parce que monsieur Fillon va se retrouver, et vous allez voir ça, je vous l'écris aujourd'hui, dans les débats sur le vivre ensemble et sur l'islam, lui et le Front National, sur le même discours. Et les auditeurs disent donc, ceux deux-là, c'est la même chose. On va chercher de l'autre côté qu'est-ce qu'on présente et on choisira. Moi, ce qui me chagrine un petit peu sur tout ce paysage politique, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas combattu le Front National sur le terrain. On s'est contenté de laisser faire. Et quand arrive le moment des élections, on fait le Front républicain. On s'allie, droite et gauche. Excusez-moi. C'est la gauche qui, depuis pratiquement 7 ans, s'allie pour aider la droite. Depuis l'arrivée de Sarkozy à la présidence donc de son parti de la République, il a toujours donné de consignes de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, et ce sont les citoyens qui... mais il n'empêche qu'il y a une réunification. Est très très haut à chaque fois. Il se réunifie pour pouvoir les électeurs. Justement pour pouvoir battre le Front National. Ce qui est une erreur, parce qu'à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Oui, ça, on se contente plus de les battre sur des programmes, de les battre quotidiennement sur le terrain. On se contente de les battre, de les combattre juste au moment des élections. C'est vrai. Ce qui est dangereux. Et résultat des comptes, on se retrouve avec quelqu'un qui est élu, qui n'est pas légitime, qui a été élu juste pour pouvoir battre le Front National. Ça, c'est très grave. Chirac, 73%. Voilà, ça, c'est très grave. Il faut qu'on avance parce que le zapping n'est pas tout à fait fini. On est à votre disposition, cher Christophe. Comment? Nous sommes à disposition. Merci, oui. Vous êtes bien sur BFM TV, en direct. Non, sur BFM, Christophe Roux. Voilà, c'est ça, oui. Dites donc, ça s'améliore. Donc après, François Fillon qui donc s'en est pris à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui préfère lui s'adresser à un autre parti du public de la droite. Hier, en déplacement à Talence, près de Bordeaux, il a rendu hommage à Alain Juppé. Je voulais ici saluer celui qui est un grand responsable politique français, qui est aujourd'hui un maire respecté, et saluer la décision qui a été la sienne. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Et donc, je voulais ici dire mon estime pour, au-delà du travail qui est le sien aujourd'hui, la décision qui a été la sienne et surtout les termes de celle-ci. Parce que j'en partage très profondément le constat. Voilà. Ça vous plaît, ça, Tarek? Non, mais c'est pas ça me plaît. Non, je ne dis pas ça me plaît. Je dis, il commence à comprendre comment on fait de la politique dans ce pays. C'est sage. Il est sage, parce que je vais vous dire un truc, monsieur, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on dise ce qu'on veut. Monsieur Juppé, il a quand même commis des erreurs et tout, etc. Mais monsieur Juppé aujourd'hui, d'ailleurs ce matin. Oui, mais monsieur Juppé aujourd'hui a une certaine expérience, a prouvé de par ses actions aussi qu'il avait une certaine compétence et une certaine sagesse et une certaine modération.
il tient pas les propos que tient les autres du parti républicain, etc. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je rajouterai une chose, Christophe. Passe à la suite. Oui. Je rajouterai une chose, cher Christophe, que pour moi, la campagne qui a commencé, qui n'a pas commencé, j'allais dire, sur le fond, mais il y a deux choses que les auditeurs de France Maghreb 2 devraient, écouter. On les diffusera peut-être ou les lire 48 heures avant le premier tour. C'est deux choses que je conseille à tout le monde de voir. C'est le discours profond de M. Juppé, qui dure 7 minutes et qui donne une consistance effectivement gaulliste et gaullienne du discours politique, contrairement à ceux de M. Fillon. Le deuxième texte, et je vais peut-être vous surprendre, cher Christophe, cher Jean-Marc, chères auditrices, chers auditeurs, c'est de quelqu'un qui est connu depuis le départ et depuis toujours dans la droite ou l'extrême droite du parti Les Républicains aujourd'hui, les MP et tout ça. Ce monsieur Patrick Stefanini. Monsieur Patrick Stefanini. La lettre de démission. Non mais, oui, j'y arrive. Quand monsieur Seguin était en force dans le parti, il lui interdisait de se présenter aux élections. Parce qu'il ne voulait pas que son discours, alors que c'est un bon travailleur, c'est un homme extraordinaire dans la production, il voulait pas qu'il tienne le discours que Fillon tient aujourd'hui. Il faut lire cette lettre de Patrick Stefanini, puisque c'est la lettre de démission. Si vous la retrouvez pas, Christophe sera un plaisir de la remettre sur Facebook ou sur un des instruments de communication, et vous lirez. Alors quelqu'un, mais là je le dis clairement, avec lequel je ne partage aucune idée, que je lui ai interviewé 2 ou 3 fois, et qui me stupéfie par la qualité de sa culture, de sa connaissance et de sa maîtrise, à la fois de la politique française, de l'histoire de France et de l'histoire des autres. Et faut lire ces deux textes, je pense, moi, le vendredi de premier tour. Les gens ne lisent plus, non, mais, on va la remettre, non, Christophe, faut pas dire que les gens ne lisent plus. On va leur enregistrer pour je ne suis pas d'accord, là. Non, mais c'est forcé de constater. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, les gens ne lisent pas, il faut inciter les gens à lire, faut créer, susciter l'intérêt de la lecture. En tout cas, cette lettre-là, il faut la lire. On peut créer et ce discours de M. Juppé, il faut l'écouter. Et vous verrez que vous jugerez et que vous voterez en conscience, parce que là, peut-être que vous ne vous sentirez plus ni de droite ni de gauche, mais français. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Tariq, bonsoir Monsieur Jean-Marc. Bonsoir Monsieur. Enfin, celui qui a gagné en réalité, enfin qui risque de gagner, enfin, ça m'étonnerait qu'il devienne président. Mais enfin, c'est celui qui tire les ficelles, c'est bien Sarkozy. Parce qu'en définitive, Sarkozy n'a jamais accepté la défaite dans les primaires. Et il voue une sainte horreur, enfin du moins à l'endroit de Fillon et de Juppé, quand même une haine, je veux dire, terrible. Et justement, la situation qui se pose aujourd'hui, tout à l'heure, parce que Christophe disait qu'il voyait pas en Macron ou en... Hamon. Et nous disons, et je dis le contraire. Nous avons dit le contraire. Non, je suppose qu'il parlait des deux, Christophe. Non, je parle d'Hamon, moi. Je parle d'Hamon, lui. C'est un anti-Hamon. Il est en train de basculer pour aller peut-être de l'autre côté vers notre ami. J'aime beaucoup les idées d'Hamon, mais je ne vois pas président, c'est tout. Il aurait préféré qu'il fasse 2 mètres 100 kilos. Ahmed, faites-vous une place. Non, mais en fait, moi je crois que vous faites erreur, Christophe. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, à juste raison, donc Jean-Marc a bien parlé de ce que disait donc Fillon lorsqu'il était Premier ministre, lorsqu'il a dit que la France allait direct à la faillite. Et il a rétropédalé parce qu'il a eu de la part de Sarkozy quand même un commandement. Et en fait, Sarkozy a toujours parlé de lui comme son collaborateur, jamais Premier ministre. C'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité. Maintenant, bien sûr, il essaye de prendre du poil de la bête par rapport à la situation, mais c'est quelqu'un qui est revenu, je veux dire, à Sarkozy, dans le giron de Sarkozy, puisque M. Tariq a tout à l'heure bien situé son positionnement par rapport au lieutenant de Sarkozy qui l'ont cerclé, parce qu'il était bien encerclé par eux. Et donc, en définitive, ce monsieur, je crois pas, moi, que je puisse lui faire confiance. Bon, je lui faisais pas déjà confiance avant, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Par contre, le nouveau discours, cette fraîcheur qu'il y a de la part et de Macron et de Hamon, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'il parle réellement des problèmes, même si parfois, bien évidemment, on a tendance à toujours considérer, parce que regardez, c'est des quarantenaires, et c'est des gens qui sont propres, neufs, qui n'ont pas l'esprit embué par toute cette politique politicienne.
Non, mais si je peux dire, Hamon, je le suis depuis un certain temps. Je vais vous dire, il a toujours eu le discours qu'il a aujourd'hui, il n'a pas changé. Depuis très longtemps, Hamon est dans ce discours. Il recule, pardon, son revenu universel, il recule. Ce n'est pas nouveau. Ben, Hamon, le revenu universel, c'est ce que vous n'avez pas compris. Il a voulu regrouper un certain nombre de choses à travers cela. Mais après, c'est contestable. Oui, c'est contestable, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, il a voulu lancer une idée. Il a jamais dit que c'était comment on dirait, la panacée. Il a simplement lancé une idée qui amenait à la réflexion, tout simplement. C'est cette idée qui l'a fait gagner d'ailleurs la primaire. Qui amenait à la réflexion. Vous permettez juste terminer pour dire que Hamon, c'était pas lui qui était prévu. Oui. Je veux dire, dans les primaires, c'était Valls. Et donc, si vous voulez, ils ont tous été pris à rebrousse-poil. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, vous avez dû entendre certainement, parce que vous êtes des gens avertis, que Hollande se prépare, peut-être, il a déjà mis de côté 500 parrainages pour éventuellement annoncer, je ne sais pas exactement comment ça sera, peut-être que c'est utopique, peut-être ça n'existera pas, mais de dire que Hamon ne peut pas rassembler la gauche et que lui, il peut le faire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, mais qui risque d'être possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je rêve de ça. Et je termine, si vous me permettez. Je vous remercie et je rêve de cette éventualité. Quelle éventualité? Qu'il y ait les 500 candidatures, parce que c'est pas parce qu'on a 500 qu'on est obligé d'y aller, mais ça peut perturber la campagne envers les autres, et ça peut peut-être d'ailleurs rouvrir un peu d'air pour Hamon. Pour Hollande? Oui. Sans doute. Hollande, plus personne n'en veut. Je voulais dire juste très rapidement. Il n'y a plus de sondage. Non, parce qu'il n'y présente plus. Oui. Allez-y. Mais à mettre vite parce qu'on a la pub. Macron, il a profité d'une ouverture à un moment donné, parce qu'il savait que le centre était vide, puisque l'UDI est acquis, bien sûr, à la droite. Oui. Tout le temps, d'ailleurs, regardez comme des lâches, ils sont revenus, la queue entre les jambes. Oui. Et je veux dire, comment il s'appelle, le Modem, Bayrou, c'était un parti qui était un peu à la dérive. Il est arrivé au bon moment, et je crois que ce monsieur-là, il a beaucoup d'avenir. C'est pas que je le soutiens pas, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un, je vais vous donner juste une idée, quelqu'un parler sans avoir devant lui, je vais dire des notes et des notes, des feuilles papier comme le font tous. C'est quelqu'un vraiment qui, à mon avis, je vais dire, a la suite dans les idées, et c'est peut-être quelqu'un qui sera, je vais dire, le futur président français. Mais ce que je n'aime pas, et je termine, c'est la lâcheté des socialistes qui ont dit il faut participer aux primaires. Ceux qui ne participent pas aux primaires, on n'en tient pas compte, et voyez un peu le revirement. Ouais. Ça, c'est la politique que je n'aime pas. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas la victoire, de Benoît Hamon pour beaucoup de socialistes aujourd'hui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui va devenir de ces gens qui sont au Parti Socialiste et qui donc décident de soutenir Macron, qui lui ne l'est pas au Parti Socialiste, et donc ne reconnaissent pas les règles de la primaire? Après la pub, je vous expliquerai dans le détail. Normalement. Non, mais je vous explique dans le détail après. Ouais. Il y a deux éléments, si vous voulez, politiques dans le Parti Socialiste. Ceux qui se présenteront dans une circonscription contre un socialiste, bien sûr, ils seront déchus du parti. Ceux qui envoient un parrainage pour quelqu'un d'autre que celui du Parti Socialiste, ils vont dégager. Reste la question des soutiens. Il dit, moi je soutiens, mais je suis pas dans son parti. On en parlera tout à l'heure. Allez, pub tout de suite sur France Maghreb 2. On est d'autant très vite avec notamment l'avis tranché de monsieur Jean-Marc Zébélus. Puis Tarek qui va nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, parce que c'est très intéressant. On en parle dans un instant. Ne bougez pas sur France Maghreb 2. Le grand forum. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mami et Jean-Marc Zébélus en direct avec nous donc. Alors on est super en retard dans le conducteur, je tiens à vous le dire tout de suite, mais bon, on va essayer de rattraper tout ça avant de parler un petit peu de de ce questionnement d'ailleurs qui nous a interrogé et fait débattre hier soir tous ensemble. Jean-Marc, ton avis tranché? Alors excuse-moi, il n'y a pas de jingle parce que j'ai aujourd'hui un matériel qui ne marche pas. Bon, de toutes les façons, la vengeance est un plat qui se mange froid, vu ce que monsieur Tarek Mami a dit et ce qu'on a dit. Quelque part, tu te venges, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Je te jure que non. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Je suis privé de mon jingle. Ça me bloque un peu, mais je vais faire ça. Bon, je peux te faire jingle. Non, bon, on va pas le faire. Vas-y, enchaîne. Vous pouvez le faire oralement, cher Christophe. Non, ça va aller.
pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alors on constate aujourd'hui que plus on avance dans cette campagne, plus on a le sentiment que notre République atteint un point de non-retour. Alors la question c'était de se dire le point de non-retour où la corruption a pris le dessus sur la démocratie. Pas une semaine ne se passe sans qu'on découvre dans les pages du Canard enchaîné ou de Mediapart qu'un tel aurait baigné dans une histoire d'emploi fictif ou qu'un autre aurait directement piqué dans la caisse. C'est sans arrêt. Et c'est, je vais pas dire honteux, mais c'est pire que ça. Pour l'image de notre pays. Le pire, c'est pas une nouveauté. Ça fait, au bas mot, 4 décennies que la classe politique s'intéresse plus à leurs propres intérêts qu'aux nôtres. Pour être plus précis, on a eu Monsieur Fillon qui a eu les soucis qu'on connaît, on a Monsieur Manuel Valls aussi qui a été impliqué, il a une propriété avec sa femme, il est propriétaire d'un appartement de 11 pièces à Paris qui est estimé à 1,8 million d'euros. C'est un exemple, il n'y a pas que ça. Il est propriétaire de l'immeuble, mais découpé en morceaux. Voilà, alors qu'il n'évalue sa fortune qu'à 93 000 euros. Ensuite, on a Emmanuel Macron qui a accumulé 2,5 millions d'euros en 2 ans chez Rothschild. Aurait-il, semble-t-il, oublié de payer l'ISF pendant plusieurs années? Marine Le Pen possède plus d'1 million d'euros de parts dans les parcs immobiliers familiales. Le Parlement européen lui réclame 300 000 euros dans une affaire d'emploi fictif. Bon, Alain Juppé, qui possède 3 appartements d'une valeur totale de plus de 2,5 millions d'euros, a été condamné en 2004 pour une prise illégale d'intérêt. Donc, et la liste, elle est longue. Pour faire court. Pas un jour, pas un pour rattraper l'autre. Il y a des exceptions. Avouez qu'autant d'argent et de corruption parmi ces 5 candidats populaires des premières, c'est déjà extrêmement choquant. Au niveau corruption en France, nous sommes servis. Notre pays est l'un des pires pays d'Europe. Ces derniers mois ont été véritablement un défilé devant les juges. On a eu Jérôme Cahuzac qui a été impliqué, ex-ministre du budget, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. On a Claude Guéant, le porte-flingue de Sarkozy, a été condamné en appel de 2 ans de prison pour complicité, détournement de fonds publics et recettes. On a Jean-Christophe Cambadélis, l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste, qui a été condamné 2 fois pour des affaires d'emploi fictif, etc. Aussi bien de droite que de gauche. On a Christine Lagarde aussi qui a été reconnue coupable de négligence dans l'affaire de Bernard Tapie. On a Éric Woerth qui a été ancien trésorier de l'UMP qui a été relaxé dans l'affaire Bettencourt faute d'éléments à charge suffisante. On a Jean-François Copé qui s'était retrouvé au cœur du scandale des doubles factures de la société Big Malion, a finalement obtenu la relaxe. Puis viennent ceux qui seront mis en examen. Nicolas Sarkozy, notre ancien président, cité dans pas moins de 9 dossiers, dont l'affaire Big Malion, l'affaire des écoutes, l'affaire du financement libyen, l'arbitrage Tapie, etc., etc. Là, c'en est vraiment peu. Ce qui est vraiment scandaleux, que la corporation qui a le plus grand pourcentage d'individus mis en examen en France, soit celle des hauts fonctionnaires. C'est tout de même hallucinant. Ces gens-là sont payés, et bien payés, avec notre argent, bien sûr, qui paye, c'est nous. S'enrichissent personnellement et personne ne voit où est le problème. C'est tout à fait normal. On peut se représenter après tout ça. C'est comme cela que se créent les sentiments d'impunité. Les émissions de télévision, pour nous faire le grand numéro de sédition, ils y vont, façon chef d'État, ils s'inventent de nobles passions, une âme gaulliste, il doit se retourner dans sa tombe, le général de Gaulle, et un amour vrai pour la France, comme ça, une quête de personnel qui les destine à la plus haute fonction de l'État. En face, les journalistes boivent leurs paroles, le petit droit sur la couture d'un pantalon, évitant soigneusement les questions qui fâchent. Alors, pris la main dans le sac, ces comédiens se meuvent aussitôt victimes de complots, de tentatives d'assassinat politique, de coups d'État institutionnels. Les mots ne sont jamais trop forts. Bon, mais ils n'ont pas honte, ces personnes, parce que ils incarnent une haute fonction, et ce sont des personnes qui ont un certain charisme, comme me disait une certaine personne il n'y a pas si longtemps. Alors, franchement, c'est la honte. On a eu, sur le Transparency International, a fait paraître les résultats de son étude sur la perception de la corruption en France. Plus de la moitié des sondés estiment que les personnes au pouvoir sont, pour une grande partie, corrompues. Et 77% partagent cet avis sur les sénateurs. Pourquoi personne ne parle de cela à la presse? Quid? Pourquoi personne ne tente de mettre un terme à tout cela? On sait déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que nous fermons les yeux sur la corruption dans notre pays. Elle se charge très bien de se rappeler de nous par une voie ou par une autre. Et tôt ou tard, ce que nous devons payer pour le trou dans les caisses. Il est clair que notre pays devra réagir. Donc nous sommes vraiment écœurés d'assister à ce spectacle honteux d'une classe politicaire qui manque comme elle respire. Je veux vous dire,
On veut, hier soir nous avons vu une émission qui nous parlait de l'hyper-transparence. Qu'on ne tombe pas dans l'hyper-transparence, certes, trop c'est l'ennemi du bien. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un minimum de transparence pour ces gens qui nous dirigent. Avant tout, parce qu'on nous demande d'être transparent, de tout déclarer. Si vous oubliez quoi que ce soit, 100 €, vous êtes rappelé par les impôts. Si vous êtes non imposable et que vous oubliez de faire votre déclaration, ils vont vous rappeler et vous serez pénalisé de 100 €. Et croyez-moi que vous serez obligé de les payer car vous aurez un avis à tiers détenteur. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque élection, c'est toujours la même rengaine. Donc, on ne sait pas de quelle génération que vous êtes. Si vous aviez 21 ans en 59, peut-être que vous avez vu passer Auriol, René Coty. Mais si l'on tient à la 5e République, on a déjà une perspective. À chaque élection, c'est pareil. L'équipe de candidats se creuse les méninges pour trouver le slogan le plus consensuel qui mènera leur champion vers la victoire. Le général de Gaulle disait confiance en la France, confiance en de Gaulle. Pompidou avec la France pour les Français. Valéry Giscard d'Estaing, le président de tous les Français. Mitterrand, génération Mitterrand et la force tranquille. Chirac, le président qu'il nous faut et la France pour tous. Sarkozy, ensemble tout devient possible. Hollande, le changement c'est maintenant. Ce sont souvent les mêmes semblants qui nous ressortent, qui changeront parfois d'un candidat à l'autre, comptant sur notre mémoire de poisson rouge. En quoi la réélection de tant d'élus condamnés pour des faits d'abus de biens sociaux, de blanchiment d'argent, on comprend pourquoi ils ne se donnent pas plus de mal. Alors, nos politiciens profitent de leur impunité et font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre la plus haute marche du podium, tels des artistes chansonniers faisant de tours de petites salles de province. Ils font des milliers de kilomètres à travers les marchés de France pour serrer les pognes. Ils font tous les slogans de l'agriculture, tous les plateaux de radio et de télévision sont présents sur tous les réseaux sociaux. Leur maxime préférée, je suis venu, donc j'existe. Mais ce marathon est aussi pour eux l'occasion d'affiner leur discours, de travailler leurs arguments, de rôder leur spectacle pour se préparer au grand soir. Le problème, c'est qu'ils nous disent ce que nous voulons entendre pendant la campagne. Mais une fois élus, fini les belles promesses. Posons-nous la question parmi tous les présidents que vous avez vu défiler. Quel président de la 5e République a profité de sa position pour faire de la France les pays de droits de l'homme et de la femme? Quel président de la 5e République a profité de sa position pour redonner au peuple le pouvoir sur la vie politique? Quel président de la 5e République a profité de sa position pour passer un grand coup de karcher dans nos institutions? Qui grouille toujours autant de profiteurs et d'absentéistes? Aucun depuis De Gaulle. La démocratie est en panne alors qu'il y a sûrement quelque chose qui bloque dans notre République, quelque chose qui nous ramène à une vieille tradition de classe toute monarchique. Et ce quelque chose se cache dans toute l'Assemblée nationale ou au Sénat. Merci Jean-Marc. Ton coup de cœur, tu nous regarderas au show pour la semaine prochaine. On n'aura pas le temps, je te le dis tout de suite. Voilà, je suis sanctionné. Voilà. Mais Christophe, c'est pas grave. Non, je tiens à te le dire. Voilà. Il est un peu revanchard, chers auditeurs. Je vous prends un témoin de voir ce qu'on me fait subir aujourd'hui. J'aime ou j'aime pas. Tarek, Mamie, Jean-Marc Zébélus, Jacques Lang, qui a été reconfirmé président de l'Institut du monde arabe. Pour un mandat de 3 ans, précision technique. J'aime. Ouais. Oui, j'aime. L'ouverture. 2 nouveaux candidats, donc viennent s'ajouter aux 5 candidats déjà présents et qui ont tenu leur parrainage. Marine Le Pen et donc le petit nouveau François Asselineau. J'aime, ça donnera aux gens, ça les obligera à réfléchir. Oui, j'aime, pourquoi pas. Plus il y a du monde, plus le paysage est étendu et puis on a des réflexions, des idées qui vont se confondre. Ceux qui ont fait le choix jusque-là de n'inviter qu'un tel et un tel vont être obligés à partir de maintenant d'inviter tout le monde et on va donc écouter, comme dit la musique, la différence. Nike qui s'apprête à lancer une gamme de foulards pour les femmes. Ah oui? Non, parce que c'est commercial, je suis là pour prendre du fric. Ils s'en foutent du foulard, ils s'en foutent de l'islam, ils s'en foutent de la kippa. Il y a un marché, il y a des tordus, excusez-moi l'expression, parce que des fois je suis comme ça, qui vont courir, parce que quand tu veux être dans ta règle religieuse, que tu veux mettre ton foulard, si tu mets Nike dessus, ben t'es plus dans la règle religieuse, mais t'es dans une autre règle, donc moi je n'aime pas. Moi, j'aime pas parce que la religion, on l'utilise pour du business, ça devient du mercantilisme. Pourquoi Nike, je veux dire... Présidentielle, 61% des sympathisants du PS approuvent les cadres du Parti Socialiste qui soutiennent Macron et non Hamon. C'est normal, il n'y a plus de Parti Socialiste. J'aime pas, oui. J'aime pas.
Selon une étude, l'islam sera la première religion au monde en 2070. Un peu de patience. Moi, je pense qu'on sera pas là. Donc j'aime pas. Mais j'aime ce que je peux vivre. C'est quoi le problème? Oui, mais c'est pour non, ça il n'y a que pas de problème. C'est pour savoir qui est musulman, qui est pas musulman, on nous mettra une étiquette sur le front, on baissera le pantalon, on fera quoi? Bon. Il n'y a pas de question à se poser. Après, si on baisse le pantalon, en fait, on va rajouter les juifs parce que c'est la même règle. Voilà. Après le report de la chancelière allemande, voici que l'on annonce le report de la visite du président iranien en Algérie, mais on précise que cela n'a aucun lien avec l'état de santé du président Bouteflika. Il n'y a ni à aimer à ne pas aimer, c'est un constat. Ouais. Je m'en fous. Ah oui, d'accord. Le roi du Maroc a fait une proposition au roi d'Espagne afin d'organiser la Coupe du Monde 2026 conjointement au Maroc et en Espagne. Alors, je dirais que j'aime et que j'aime pas. Je commence par j'aime pas, parce que c'était pas au roi du Maroc à proposer, c'est plutôt à l'Algérie, à la Tunisie, éventuellement, si la Libye sera là, et la Mauritanie, et donc ça serait une coupe de je sais pas quoi, Coupe du Monde, au Maghreb. Et j'aime parce que quand on peut rien faire avec les autres, bah, autant essayer de faire quand même. Je dirais j'aime pas parce que je pense que le Maroc serait capable d'organiser une Coupe du Monde. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire, le Maroc. Et l'UEFA, pourquoi aller s'allier? Même le Portugal. Hein. Pourquoi s'allier avec d'autres pays pour pouvoir faire les choses? C'est soit on le donne au Maroc, soit on le donne pas. Les Marocains doivent aussi avoir leur dignité, ont leurs compétences, ont leur savoir-faire et ne sont pas plus incapables que quiconque. Ah tiens, un petit tweet d'Alain Juppé ce matin qui accorde son parrainage à François Fillon. Il l'a fait savoir. Je n'aime pas. J'aime pas. Ouais. Mais ça prouve que c'est un homme intelligent. Ah oui, vous trouvez? Je sais pas s'il faut y voir de l'intelligence. Non, mais c'est pas intelligent, c'est un homme qui veut jouer la loyauté jusqu'au bout. J'allais dire, il a dit quand même dans le discours de 7 minutes que cette élection ne peut pas être gagnée. Tout à fait. Donc on n'aura rien à lui reprocher quand l'autre perdra. Exactement, d'où la preuve de son intelligence. Alors, on n'aime pas, là c'est pas le coup du truc, c'est de l'information importante. Souhaiter rendre hommage, mon cher ami Tarek, puisqu'on a appris sa disparition, son décès ce matin à l'âge de 82 ans à Pierre Bouteiller. Qui est répétez la phrase là, vous effacez s'il vous plaît à l'enregistrement. Pourquoi? Il veut rendre hommage à son ami Tarek qui vient de disparaître. Non, j'ai pas dit Tarek, j'ai dit Pierre Bouteiller. Non, remontez. Mais je vois, je comprends, il est rancunier. Remontez les lignes. Il est rancunier. Tarek. C'est pas une question d'aime ou on n'aime pas. C'était une manière de rendre hommage à quelqu'un de la radio. Relisez. Pierre Bouteiller. Remontez. Ça y est, j'ai remonté. Non, remontez, Élisée. Pourquoi? Vas-y. Non, mais j'ai une connerie. Bah oui, t'as des Tarek disparus, je suis pas disparu. Mais non. Rassurez-vous, chers auditeurs, il est bien à côté de moi. Et j'en suis très content et heureux. Et il parle toujours. Pour terminer donc cette petite chronique, c'est pas. Vous remontez, Christophe Lévy. J'ai vu où c'était écrit. Aimé ou pas aimé. Remontez. Monsieur Pierre Bouteiller, qui a été directeur d'antenne de France Inter. C'est un grand animateur de cette radio du service public qui donc nous a quitté à l'âge de 82 ans. Voilà. Oui, donc, il y a un communiqué de presse de CSA qui vient de sortir. Par contre, Christophe, ce soir, je ne dormirai pas. J'écouterai la rediffusion et je pointerai la seconde, je copie et je vous l'envoie. Bon, alors grand hommage à cet homme, qui est un homme de radio. Et il répond plus, Tarek Mami. Oui, cher Christophe. Qu'est-ce qui va devenir de ces socialistes qui soutiennent Macron? Et normalement, il y a une primaire, il y a une règle. Oui. On s'engage quand on a voté, on a signé cette règle qui dit voilà, on reconnaît, enfin les candidats en tout cas qui participaient. On dit, si le gagnant est un tel, on reconnaîtra le gagnant et on sera derrière lui. Or, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse, c'est du grand n'importe quoi. Hamon n'est soutenu par quasiment personne dans ce parti. Qu'est-ce qui va devenir de ces gens qui quittent le navire en quelque sorte pour aller du côté de chez Macron? Alors 2 éléments, je voudrais répondre sur ça et je voudrais dire sur quelque chose qui a disparu de l'antenne depuis au moins 3 semaines, c'est la guerre en Syrie, parce que on a été tellement, on est tellement bouffé. Je voudrais faire un point sur la Syrie pour qu'on sache qui. C'est pas ma question quand même. Non, mais je le dis pour que j'oublie. C'est très important. Pour que j'oublie pas, cher Christophe. Oui. Alors la réponse. Combadélis, le premier secrétaire de PS, il a dit tous ceux qui ne respecteront pas la règle du respect de candidat qui sortira du primaire n'aura pas l'investiture pour se présenter en tant que parti. Ça sera fait.
quel que soit le nombre de personnes, y compris Valls. On prend note, hein. Non, mais vous pouvez prendre note. Y compris Valls, si demain il dit Macron, ben, il ira à la candidature, mais il n'aura pas l'étiquette Parti Socialiste. Parce que ça, c'est le droit. Après, vous allez avoir les milliers de membres du Parti Socialiste, et y compris des députés, qui vont dire on soutient un tel, mais ce soutien ne veut pas dire aller dans son parti. Vous en avez un. D'ailleurs, cette situation n'est toujours pas tranchée, et je cherche là pour connaître le résultat. C'est le maire de Lyon qui, dès le premier jour, Gérard Collomb, dit Macron. Et aujourd'hui, comme il est sénateur, il n'est pas maire, il se représente pas, il n'a pas besoin d'investisseurs. Si, il est maire. Non, mais il est maire. Oui. Donc, vous C'est en avez dit, il n'est pas 2019. maire. Non, il n'est pas député, j'ai dit. Voilà. Excusez-moi. Il est donc maire et les sénateurs. Les élections à la mairie et au Sénat, c'est pas pour aujourd'hui, c'est dans 3 ans. Ouais. Il est tranquille. Il est tranquille. Mais il n'est pas candidat à la députation. Et donc, beaucoup vont jouer sur ça, sauf que si le Parti Socialiste ne prend pas la décision contre n'importe qui quitte la règle, à la sortie, il n'y aura plus de Parti Socialiste, et il y aura donc 3 groupes dits de gauche, de gouvernement, on les appelle comme ça. Il y aura le groupe Mélenchon, il y aura le groupe Hamon, et il y aura le groupe Valls. Et auquel cas, pour accéder au pouvoir dans les années qui viennent, ils attendront longtemps. Bon, très bien. En tout cas, Mélenchon qui n'a pas obtenu ses parrainages. Bon, c'est presque fait. Il en a 420 et quelques. Poutou, par contre, peine, 245. Moi, ce qui m'embête avec ces petits candidats, c'est qu'ils sortent du bois à chaque fois qu'on a des élections présidentielles. En dehors de ça, on ne les entend pas. Parce qu'on leur donne pas la parole, on les interdit de médias, et il faudrait changer presque la règle pour dire que tous les partis politiques, à partir du moment où c'est un parti politique républicain reconnu à son autorisation, doit avoir un minimum faire partie du paysage. Oui, et avoir droit politique par an à un minimum de temps. J'allais dire que quand il n'y a pas de pourcentage d'élection, c'est minimum, je sais pas, sur l'année, c'est si on prend, je sais pas moi, 100 heures, on les divise en 360, ça fait des 3 minutes par jour. C'est pas grand chose, mais ils ont le droit parce que effectivement, ce sont des hommes de l'ombre ou des femmes de l'ombre, et qui tout d'un coup viennent envahir les écrans parce que la loi oblige tel et tel média à le faire. Et donc, il y a aussi un problème de représentation et de représentation. Avant d'accueillir nos auditeurs, Tarek, vous souhaitiez donc nous parler de la Syrie, dont on ne parle plus depuis les affaires Fillon et compagnie. Voilà. 3 semaines à peu près. Donc voilà. Et en 3 grosses phrases. Aujourd'hui, quand on prend la carte de la Syrie, il reste 3 zones, 3 régions, 3 bastions. Vous avez Idlib qui est à côté de Alep, dans laquelle tous ceux qui ont été battus parmi les terroristes ont été autorisés à aller, et je rappelle que Idlib, c'est sur la frontière turque, dans un couloir qui a été donné par la France en 1939 à la Turquie, sur le territoire syrien de l'époque. Donc Idlib. Et vous avez à gauche un point Deir ez-Zor et l'autre point Raqqa. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que Tadmar, c'est-à-dire Palmyre, a été récupéré par la 2e fois. Et vous avez tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Syrie utile est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée syrienne. Et vous avez quelque chose encore de plus symbolique. Il y a une bataille qu'il y a eu entre l'armée turque et avec la soi-disant armée donc libre de la Syrie et l'armée syrienne autour de la ville de Elbeb, qui est à 25-30 km de la frontière turque. Et aujourd'hui, les Turcs ont pu rentrer en avance, mais pour occuper cette ville de Idlib et faire évacuer les terroristes. Et vous avez en même temps l'armée syrienne qui est aujourd'hui positionnée en gros à 4 km de cette ville Elbeb. Et vous avez le dernier point d'ancrage qui vient d'être récupéré par l'armée syrienne dans une négociation entre la Turquie, la Russie et la Syrie. C'est un carrefour qui s'appelle Membej, qui a été pris donc par l'armée kurde, entre guillemets le mot armée, qui n'a pas de conflit avec l'armée officielle. Et aujourd'hui, cette armée kurde a remis officiellement cette ville de Membej, qui est à droite de la ville d'Elbeb, le contrôle. Donc vous avez aujourd'hui un quasi-contrôle, sauf les 3 zones, Idlib, Deir ez-Zor et donc Raqqa, la capitale des terroristes. Et vous avez surtout la récupération d'un petit village qui s'appelle Hafsa. Et ce petit village qui s'appelle Hafsa, il est sur l'Euphrate, et celui qui permet donc d'alimenter toute la partie d'Alep en eau potable,
qui était jusque-là contrôlé par les terroristes. Et donc, à partir d'aujourd'hui et après des travaux, toute la population de la zone d'Alep va pouvoir donc être réapprovisionnée en eau. Voilà un petit peu la situation, parce que quand il y avait le problème de Alep, toute la presse française était focalisée à Alep, dictateur, et à partir Mossoul en Irak. Voilà, qui se continue. Qui continue, hein. Oui, mais à partir du moment où Alep est tombé, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus rien. On est dans la fin de la guerre, en tout cas moi, Tarek Mami, comme dit l'autre, je l'espère pour la population civile syrienne, quel que soit l'endroit dans lequel elle vit aujourd'hui. Et le plus grand travail reste à venir. Oui. Le plus difficile est à faire, c'est la réconciliation des gens et la reconstruction des pays. Voilà. Allez, dans un instant, messieurs, dames, vous allez pouvoir me venger. Moi, oui, 01 40 33 9000. Pourquoi? Parce que le PSG a gagné aujourd'hui? Non, alors, non, Tarek, n'allez pas sur ce terrain-là. Vous savez que je suis, vous êtes je suis en deuil, quoi, depuis mercredi soir. Bon, jusqu'à quelle date? Oh, je crois qu'on en a pour un petit moment, Jean-Marc. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent mauvais. Je veux dire non. Je suis toujours fier d'être parisien. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais bon. Et puis c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport. Et puis non, ça fait pas partie. Il y a deux choses. Il y a deux choses dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Là, on n'a pas gagné, on a appris. Moi, je voudrais juste profiter de ce que tu dis pour dire une chose. C'est que le niveau du championnat français est extrêmement mauvais, pas seulement au niveau du jeu, mais aussi de la mentalité. Il y avait les funérailles du Raymond Kopa, que tout le monde connaît. Oui. Je vous demande de compter le nombre de clubs qui ont envoyé des représentants pour assister aux funérailles. Le club du Real Madrid a envoyé quelqu'un. Ce qui prouve quand même l'image du championnat espagnol par rapport au championnat français. Pardon de le dire, mais nous sommes pas encore, mondialement en tout cas, au niveau. Et on a encore beaucoup de boulot à faire. On n'a aucun club dans ce championnat qui est un grand d'Europe. Est-ce que je peux rajouter un mot sans prendre parti ni pour les uns ni pour les autres? Oui, bien sûr. Mais ça me scandalise, moi. Nous, aujourd'hui, en France, nous avons un drame. Nous sommes dans l'actualité du tweet et pas dans l'actualité réelle. C'est-à-dire qu'il faut, à l'instant où ça se passe, on prend une position sans réfléchir à ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait hier, sans se projeter dans demain. Et c'est ça qui donne le drame de Kopa. Ce monsieur, si vous voulez, qui a fait du foot français ce qu'il a été pendant un moment, aurait dû avoir un hommage, y compris républicain, parce que vous prenez le dernier, et là je vais être méchant avec moi-même, avec tout le monde, hein, vous prenez le dernier écrivaillon, vous prenez le dernier acteur d'une pièce de série 50, et vous avez le ministre de la Culture, vous avez le ministre, le président de la République, vous avez la France officielle qui se rend au moins à Notre-Dame donc de Bien Paris sûr. pour rendre hommage. Oui. Et vous avez donc quelqu'un comme ça, et on envoie un espèce de sous-ministre, soi-disant des sports et tout ça et de la jeunesse, qui pour moi n'a pas fait grand-chose depuis qu'il est là, qui sait qu'engueuler les gens, parce que je l'ai vu aussi engueuler les gens, y compris dans des institutions officielles. C'est un donneur de leçons. C'est grand-mère plutôt. Hein. Et ça me tue, parce que à un certain moment, on doit tous se regarder et dire est-ce que cette personne mérite cet hommage ou pas. Il faut donner l'hommage. Il faut presque, qu'on aime les commissions aujourd'hui en France, faudrait presque créer la commission qui autorise de rendre hommage ou pas. Kopa, Kopa, je crois qu'il était d'origine étrangère. Raymond Kopa, semble-t-il. Oui, il est d'origine polonaise. Polonaise, oui. Voilà, qui revêt d'être mineur comme son père. Voilà, comme son père, etc. Qui a adhéré justement à cette culture, qui a épousé cette culture, qui a défendu ce drapeau vraiment avec beaucoup d'honneur. Et aujourd'hui, il y a pas de juste retour. Voilà. Bon, allez, pub dans un instant et Libertad à suivre sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. À suivre donc dans un instant sur votre radio France Maghreb. Bienvenue à vous en direct, le LGF, le grand forum qui se termine évidemment dans cette partie interactive avec vos appels justement. 01 40 33 9000 pour nous appeler, réagir à l'émission. Venir engueuler Tarek Mami ou Jean-Marc Zébélus. Bien sûr, ne vous prévenez pas. Et surtout Christophe Roux. 01 40 33 9000. Pas de coup de cœur aujourd'hui. Allô, bonsoir. Et qui demande à nous faire engueuler nous. Et il est fort, hein. Bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Kamel de Paris. Bien sûr. Plaisir, Kamel. Bienvenue. Attendez. Car Kamel, il va dire, moi, j'ai un droit de réponse, un droit de suite. Monsieur Mami, il a parlé de la Syrie. Moi, j'ai pas parlé de la Syrie pendant 3 semaines. Eh ben, vous parlerez pas de Syrie. Aujourd'hui, vous parlerez démocratiquement.
De la France. Oui, je parle pas de la série. Allez, allez-y. On dirait que vous lisez dans mes pensées, monsieur. Je vous connais trop bien, va. Allez-y. On n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais interpeller Jean-Marc. La dernière fois, il a parlé de Bouteflika. Ce que je tiens à lui dire, c'est qu'en Algérie, on est dans un pays démocratique, la Constitution, ça se respecte. C'est vrai que ce président, peut-être, d'après Jean-Marc, il a mis la paix et tout, mais je pense qu'on n'est pas dans des pays, royaumes comme le Maroc et tout, on ne peut pas rester indéfiniment. Chaque type qui fait un mandat ou deux mandats. Je tiens simplement à dire que il n'y a pas, en Algérie, il n'y a pas que la stabilité, il y a aussi, il faut voir l'économie, il y a 1000 milliards, et je tiens à remercier Abdrahman beaucoup, un auditeur que... Merci, Kamel, si je peux répondre, j'ai dit une chose, je crois que vous n'avez pas tout entendu, Kamel, j'ai dit qu'il y a de très mauvaises choses, il y a de bonnes choses, il a 80 ans, c'est le moment, une constitution, ça se respecte, j'ai bien préciser tout cela. Je n'ai jamais dit que oui, 100%. Sur mon intervention, j'ai dit il y a de très mauvaises choses, il y a beaucoup de choses à améliorer, le peuple, il faut qu'il ait le pouvoir. J'ai mis tout ça en question. Je n'ai jamais dit que j'étais 100% d'accord, 80 ans c'est beaucoup, et qu'une constitution c'est fait pour être respectée. Ça, je l'ai précisé lors de mon intervention. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir madame, votre prénom madame. Nadia. Et vous Nadia. appelez d'où? Bonsoir Nadia. Vous appelez d'où Nadia? J'appelle de Bondy. Très bien, on vous écoute, chère Nadia. Eh bien, cher Christophe, oui. Je suis au regret de vous dire que je n'approuve pas vos inlassables soutiens indirects, plutôt directs, à l'antenne. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce que disait Monsieur Tarek Mami tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui. On fait le choix de venir sur France Maghreb pour éviter d'aller subir les autres radios. Et je serais très heureuse que vous n'alliez pas sur le terrain subjectif, mais que vous restiez objectif quand vous parlez des candidats. Dire qu'il ne fait pas président Hamon, eh bien, pour moi, c'est très très subjectif. Ben c'est mon avis, madame. Voilà. Merci. Non mais madame, merci madame. Merci. C'est mon avis, pardon de vous le dire, mais c'est mon avis. Comme vous défendez votre avis aussi. Non, mais ça fait 2-0. Oui, mais nous n'avons ça pas, fait 2-0, madame. Moi, ça je fait suis chez moi et vous êtes sur une radio, c'est différent. 3-0. Bon, merci Nadia, à bientôt. 3-0, Nadia. Merci madame, bonne continuation. Attends, donc on est à 2-0. 3-0. Pourquoi 3? Ah, parce qu'on est deux? Deux, plus madame. Plus madame. Non, mais parce qu'après, je voulais rajouter un pénalty à la dernière Mais ça seconde. fait pas, attendez, quand je dis ça, mais c'est incroyable parce que les gens comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. La règle du jeu, cher Christophe. Pardon, mais quand je dis ça, je suis pas seul à le dire d'abord. Mais c'est votre problème. Mais ça ne remet pas en cause, ça ne remet pas en cause les idées qu'il défend et que je partage pour beaucoup d'entre elles. Voilà, c'est tout. Pas de stature, ça veut dire qu'il peut pas être président. Comme Hollande, pour moi, il faisait pas président et pourtant il a été élu. Voilà. Alors, donc ça veut rien dire. Vous confondez deux choses. Non, je vais vous le dire. Oui. Et j'allais dire, c'est Tarek Mami qui vous le dit. Vous confondez votre avis personnel qui est respectable, respecté, doit être défendu, et votre position d'animateur principal d'une émission que les gens prennent pour argent comptant.